Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cet atelier WorkSmart au sein du train digital ici à Lausanne. Mon nom est Patrice Jacquier, je suis directeur de la société Aremis en Suisse. Aremis est un groupe international qui accompagne les sociétés dans leur réflexion au niveau de l'environnement de travail. Nous sommes nous-mêmes signataires de la charte WorkSmart Initiative et c'est la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui pour vous présenter ce travail WorkSmart et tenter de répondre à la question: quel smart worker êtes-vous? L'initiative WorkSmart, c'est une initiative interentreprise qui a pour but de soutenir les formes de travail flexibles au sein de la société. Un certain nombre d'initiateurs, dont vous voyez les logos ici, ont mis en place eux-mêmes ce genre d'initiative au sein de leur société et veulent en faire profiter les différents acteurs sur le marché. Aujourd'hui, il y a environ 150 sociétés à travers la Suisse qui sont signataires de la charte. Aremis en fait partie, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, nous présentons justement les avantages de cette forme de travail. Pour illustrer la raison d'être de l'initiative WorkSmart, regardons sur cette animation ce qui se passe un lundi matin dans la région zurichoise. On doit cette animation à la société Teralytics qui a analysé, pour chacun des points que vous voyez ici, le déplacement d'un pendulaire qui se rend de son lieu de domicile au centre de Zurich ou en périphérie sur son lieu de travail. Vous imaginez les centaines de connexions qui se font ici, les centaines de déplacements, donc les heures passées dans le trafic, et puis l'énergie, le CO2 qui est dégagé par ce genre de déplacement. Voici encore quelques chiffres de l'Office fédéral de la statistique qui date de 2016, qui nous dit que 9 travailleurs sur 10 sont des pendulaires, ce qui représente 3,9 millions de personnes qui au quotidien vont se déplacer. Leur trajet moyen a d'ailleurs augmenté par rapport à la dernière analyse qui datait de 2010, plus 7%, ce qui représente quand même un trajet aller-retour de l'ordre de 30 km, soit une heure passée dans le trafic pour chacun de ces pendulaires. Quand on sait que 52% de ces trajets se font en voiture, et seulement environ 30% en transport commun, 15% en mobilité douce, on imagine bien quels sont encore les rejets de CO2 et les heures qui sont passées individuellement dans le trafic. En parallèle, quand on regarde les chiffres de l'OFRU, qui date de 2017 et qui nous annonce que 25 000 heures sont passées dans des bouchons, là aussi en augmentation très concrète de 7,4% par rapport à 2016, eh bien on voit la perte de temps, la perte de motivation, la perte d'énergie qui peut être passée dans ces différents trajets. On voit sur la carte en bas le solde relatif des pendulaires, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont entrer par rapport au nombre de personnes qui vont sortir. On voit bien qu'en région zurichoise ou en région bâloise ou genevoise, le solde est évidemment très positif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent dans ces grands centres, dans ces grandes agglomérations. La question que l'initiative WorkSmart pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il y a moyen de faire autrement. Alors, si vous travaillez dans un environnement du secteur primaire ou si vous travaillez dans une industrie du secteur secondaire, évidemment que là, l'initiative WorkSmart n'aura pas grand-chose à vous proposer. Il va falloir continuer à travailler de manière relativement conventionnelle, c'est-à-dire vous rendre sur votre lieu de travail, là où vous avez vos moyens de production pour, euh, pour prester. Par contre, si vous travaillez dans le secteur tertiaire, ce qui représente aujourd'hui en Suisse la majorité des employés, eh bien, on peut se poser la question, est-il vraiment nécessaire de vous rendre tous les matins et de repartir tous les soirs de votre bureau situé au plein centre-ville, au centre de l'agglomération où le trafic va être évidemment surchargé? La réponse, évidemment, c'est non. Aujourd'hui, la digitalisation de l'environnement de travail propose un certain nombre d'alternatives qui évitent de devoir se rendre forcément dans notre lieu de travail conventionnel, habituel, que l'on pratique depuis des décennies pour devoir travailler, fournir notre prestation. Vous voyez ici un certain nombre d'acronymes, parfois pour certains un peu barbares, qui présentent les nouveautés technologiques, digitales, qui nous permettent de continuer à fournir notre travail à l'extérieur de notre lieu de travail conventionnel. Qu'il s'agisse des technologies appelées IoT, l'Internet des choses, tous les objets qui sont connectés, la Voice over IP qui permet à la téléphonie de dépasser les frontières,
toutes les applications qu'on peut installer sur notre téléphone, le BYOD pour Bring Your Own Device, qui est une politique de plus en plus fréquente dans les sociétés, où finalement l'employé amène son propre appareil privé parce qu'il privilégie telle et telle marque ou tel et tel système d'exploitation. Eh bien, toutes ces technologies permettent aujourd'hui aux employés non seulement de travailler en entreprise, mais également dans toute une série de formes qui sont diverses et variées. Grâce à cette digitalisation, aujourd'hui, on n'a plus de contraintes de lieu et on a une certaine flexibilité par rapport à l'horaire de travail. Alors, on connaît tous déjà le télétravail, puisque de nombreuses sociétés ont mis en place cette forme de travail, mais il y en a d'autres aussi auxquelles on pense parfois un peu moins, notamment le coworking. L'idée du coworking, c'est finalement de s'affranchir de la problématique qu'on a en télétravail ou en travail à domicile, où on peut se sentir isolé et où on n'a pas forcément tous les moyens de production euh, adaptés, que ce soit une imprimante ou un scanner par exemple, voire même une connexion Internet ultra rapide dans certaines régions périphériques de Suisse. L'idée étant ici de se rendre de son domicile à cet espace de coworking qui par définition doit être proche de notre domicile. L'idée est d'éviter un maximum des déplacements longs. Et puis on va retrouver un certain nombre de collègues, qu'ils fassent partie de notre propre entreprise ou alors d'entreprises totalement diverses et variées où on va favoriser le contact, l'échange, la collaboration entre les différentes personnes. Cette forme de collaboration n'est d'ailleurs pas réservée uniquement aux startups ou aux PME, puisque la plupart des grands groupes ont mis aussi en place ce genre de hub. Elles vont ainsi permettre à leurs employés, au lieu de se rendre en plein centre des grandes agglomérations, d'aller dans un espace de proximité. Par exemple, pour la région zurichoise, on pourrait imaginer aller plutôt dans un hub à Winterthur ou en région genevoise d'aller dans un hub à Nyon et on va retrouver un certain nombre de nos collègues, retrouver un certain nombre de personnes d'autres sociétés et on va partager, socialiser aussi dans ce genre d'endroits. Bien évidemment, les transports publics et les lieux publics sont également des endroits dans lesquels on peut travailler, avec aujourd'hui des connexions qui sont de plus en plus fréquentes. Évidemment, on va recommander d'utiliser des aspects sécuritaires, par exemple, ne pas utiliser un Wi-Fi public pour traiter des données confidentielles de la société, mais là, les services IT ont généralement des solutions hautement performantes pour favoriser la sécurité. À titre d'exemple, si je donne mon expérience pratique d'il y a quelques semaines, Aramis a des bureaux dans la plupart des grandes villes d'Europe. Je me rendais de mon domicile à notre bureau de Zurich et puis j'ai eu une journée pour le moins atypique puisqu'elle a commencé le matin tôt avec un certain nombre de tâches administratives, relever mes emails, envoyer un certain nombre de documents que j'ai fait depuis mon domicile. Ensuite, 2 heures de train pour me rendre à Zurich dans lequel j'ai pu continuer à travailler. Ensuite, dans un espace de coworking, puisque nos bureaux de Zurich actuellement se situent dans un tel espace, où j'ai pu rencontrer mes collègues, où on a pu échanger, voir d'autres personnes. Et puis le soir, retour, où j'ai pu pratiquer la même chose. Alors non seulement c'était intéressant parce que j'ai pu de bout en bout continuer à travailler de manière complètement transparente, flexible, mais j'ai également, à travers cette journée, pu profiter de ma famille, puisque j'étais avec eux matin et soir. Donc, il y a un respect aussi ou une balance qui est meilleure au niveau de l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Du coup, quels sont les avantages du smart working? Ben, on l'a bien compris, la plupart du temps, c'est une réduction du trafic, puisqu'on ne va plus systématiquement et forcément se rendre sur notre lieu de travail habituel, notre bureau, notre école ou je ne sais quoi. Et de facto, bien évidemment, on va réduire les émissions de CO2 d'autant. On va également avoir une meilleure balance entre la vie professionnelle et la vie privée. L'idée étant, je le disais tout à l'heure, de pouvoir flexibiliser vraiment son travail. Certaines opérations se font à domicile, d'autres se font depuis le bureau. Et puis on peut très bien imaginer complètement voyager en dehors des heures de pointe. Si je reprends à nouveau mon exemple, qui est aussi celui de nombreux collaborateurs d'Aremis, nous arrivons par exemple relativement tôt au travail, on évite ainsi les bouchons dans les heures de pointe
Et puis on repart également plus tôt, c'est-à-dire qu'aux environs de 16 heures, parfois on va quitter le travail, là aussi éviter les heures de pointe, et puis retravailler un peu plus tard à domicile, relever les derniers emails, traiter certains sujets, mais tout en ayant profité de voir notre famille lorsqu'on est à notre domicile. Ceci évidemment va être un facteur de motivation et de productivité assez conséquent. Et puis, on va aussi profiter d'une meilleure utilisation des surfaces à l'intérieur de l'entreprise, qui est un sujet que je vais développer un peu plus en détail. Au sein des entreprises, et en particulier dans le secteur tertiaire, l'immobilier représente le deuxième coût après les salaires. Ça veut dire qu'une société, une banque, une assurance par exemple, une fois qu'elle a payé les salaires, ce qui lui coûte le plus cher, c'est l'utilisation des immeubles, soit en propriété, c'est-à-dire qu'elle va payer un amortissement, soit en location, et puis ensuite en coût de chauffage, de ventilation, refroidissement, en nettoyage, en consommation électrique, etc., etc. Or, dans la plupart des sociétés, on s'aperçoit que les sièges sont souvent vides. C'est-à-dire que Patrice Jacquier, qui aurait un bureau dans une banque ou dans une assurance, parce que chaque jour, soit il est en déplacement, soit il est en congé, il fait du télétravail, ou alors parce qu'il n'est pas à sa place de travail, parce qu'il est dans une ou l'autre réunion interne, eh bien, au mieux, son bureau sera utilisé à 60% de son temps sur l'horaire de travail traditionnel. Et en fait, le smart working, c'est aussi une initiative au sein de l'entreprise pour mieux utiliser cet espace. L'idée étant là aussi de faire de la réduction, puisque 60% des bureaux qui sont utilisés, ça veut dire que potentiellement, on a un potentiel d'économie de 40%, économie financière, mais économie également de consommation énergétique qui va directement avec. Concrètement, le smart working dans l'entreprise va passer de l'attribution d'un siège dédié à un employé à un espace, ou on devrait même plutôt dire des espaces qui sont choisis. Concrètement, on va passer du bureau de travail attribué à Patrice Jacquier, qui l'utilise tous les jours, qui lui est vraiment réservé et dédié, à toute une série d'espaces qu'il peut utiliser dans sa journée. L'avantage immédiat, eh bien, c'est un ratio d'utilisation des postes de travail qu'on va faire diminuer. Concrètement, si on a 100 collaborateurs, on ne va installer que 80 postes de travail. On ne va pas utiliser complètement cette économie potentielle de 40% dont je parlais tout à l'heure parce qu'il faut laisser une certaine marge de manœuvre. On considère généralement qu'entre 80 et 90%, on atteint un équilibre qui est acceptable en cas de pic de fréquentation. Concrètement, donc, Patrice Jacquier n'aura plus son bureau attribué, mais en fonction de ce qu'il va faire dans la journée, il aura un espace qui lui est dédié, avec du mobilier qui est adapté, avec un espace qui est totalement adapté à ce qu'il doit faire, que ce soit du travail concentré à son bureau, que ce soit une présentation à une dizaine de personnes, un téléphone confidentiel qu'il veut faire évidemment dans la stricte intimité, et puis toute une série de meetings, qu'ils soient formels ou informels, avec la possibilité d'être entendu ou d'être partagé, ou au contraire du travail collaboratif, où on va être un peu plus effusif et il va falloir prévoir également ce genre d'endroit. Voici un exemple tout à fait concret d'un nouveau concept qui passe d'un siège dédié à un espace choisi. Il s'agit ici d'une mise en place que l'on a fait pour nos propres bureaux dans notre bureau de Bruxelles. Et vous voyez les différents espaces mis à disposition en fonction du moment où on veut travailler de manière plutôt ouverte, de manière concentrée, on veut se reposer, on veut échanger avec certains collègues. Vous voyez la grande surface qui est tout en bas, qui est un espace d'échange avec une estrade où les gens peuvent être plutôt assis ou debout, échanger vraiment des idées, se retrouver autour d'un coin café. Et chacun de ces espaces a des règles de vie très particulières qu'il s'agit de respecter. Par exemple, aucune conversation téléphonique dans l'espace de concentration. On travaille vraiment de manière silencieuse. Si on veut être plus effusif, alors il va falloir aller dans l'espace de créativité. Et puis ce genre de mise en place n'est pas réservé à des bâtiments ultramodernes, puisque dans le concret, notre bâtiment de Bruxelles, c'est un château du 19e et on a pu mettre ça en place sans aucun problème dans ce genre de bâtiment. Vous voyez sur ces quelques photos des réalisations tout à fait concrètes. Il s'agit là encore de nos bureaux. La grande image panoramique, ce sont nos bureaux Aramis de Paris, avec, vous le voyez aussi, ces concepts d'aménagement, une grande table pour des échanges, des
coin plutôt fermé pour des conversations téléphoniques ou des petites séances de brainstorming. En bas à droite, vous voyez un environnement bureau tout à fait traditionnel. Il s'agit ici en l'occurrence de nos bureaux de Lausanne, avec, vous pouvez sans doute le constater, une politique clean desk, c'est-à-dire que chaque employé quitte sa place en retirant toutes ses affaires, puisque potentiellement quelques minutes plus tard, c'est un autre de ses collègues qui va employer cet espace. Et puis enfin, sur la droite, un autre exemple d'une petite salle de réunion informelle. Vous voyez que le mobilier généralement est sur roulette. Le but est de pouvoir réaménager ces espaces de manière rapide et flexible. Le smart working, ça n'a pas que des avantages, il y a aussi un certain nombre de risques. Et là, l'initiative Work Smart met en avant ce genre de choses-là et propose des solutions pour y remédier. Hors de l'entreprise, notamment lorsqu'on va travailler à domicile, on va avoir un certain nombre de risques pour la santé. C'est vrai qu'à l'intérieur de la société, on va avoir des responsables qui vont veiller au bien-être, au fait que notre siège soit parfaitement adapté à notre assise, qu'on ait éventuellement un éclairage qui soit complètement adapté. Quand on est à domicile, eh bien, on n'a pas forcément cette infrastructure et là, il y a directement un risque lié à ceci. Au niveau de la disponibilité, là aussi, il y a un risque assez élevé, c'est-à-dire qu'on n'a plus tellement de cadres. Lorsqu'on est au bureau, ben, si on n'est pas là, c'est qu'on n'est pas disponible. Mais lorsqu'on est à domicile, le risque, c'est d'être disponible finalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis le soir, de vite encore relever un email, de vite terminer un rapport qu'on n'aurait pas terminé dans la journée. Donc il y a un certain nombre de cadres à poser. Et là, l'initiative WorkSmart propose un certain nombre d'outils pour nous aider dans cet aspect-là. On a aussi à domicile un risque de distraction, d'interruption qui est plus grand avec les enfants, avec éventuellement des tâches ménagères ou je ne sais quoi. Et puis, à contrario, on a également un risque d'isolement social, de coupure avec les valeurs de la société, parce qu'on se retrouve vraiment confronté à soi-même. Et puis, on n'a plus le réseau social lorsqu'on a un problème, qu'il soit technique, rédactionnel ou je ne sais quoi. C'est plus difficile de devoir systématiquement décrocher le téléphone. On n'a pas une aide immédiate par rapport à nos différents problèmes. Et puis, à l'intérieur de l'entreprise, lorsqu'on a mis en place un espace smart working, eh bien, là, on peut avoir une perte d'identité ou de territorialité, puisque finalement, on n'a plus une place de travail qui nous est dédiée, mais puisqu'on va voyager au sein de l'entreprise, ce qui va peut-être pour certains apporter des difficultés de concentration. On est sans arrêt en train de changer d'espace. Et puis, à contrario, le risque ultime, c'est un risque de resédentarisation, c'est-à-dire que tous les jours, je m'assieds exactement au même endroit, et puis j'ai tendance à me réapproprier l'endroit, à me resédentariser en mettant mes photos, mes plantes vertes et des choses comme ceci, ce qui n'est pas un problème en soi, mais par contre qui va être un problème au niveau des places de travail, puisqu'il y a potentiellement plus assez de places de travail. Un concept de smart working, pour que cela fonctionne, il doit suivre un certain nombre de règles assez précises. Il faut vraiment avoir une approche complète, ne pas négliger un des aspects, parce que sinon on court directement à la catastrophe. Et puis il y a un suivi à faire aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement mettre en place un projet, puis après ça tourne, ça roule, et il n'y a plus aucun problème. Les anglo-saxons présentent ceci sous la forme des 4 B, Bricks, Bytes, Behavior et Branding. L'aspect BRICS, c'est en fait, comme on vient de l'exprimer, la partie immobilière de la chose. Lorsqu'on est en entreprise, de mettre en place des surfaces qui sont dédiées au travail que l'on veut réaliser dans cet aspect activity-based. Et là, attention, parce qu'il y a un certain nombre de points à considérer, c'est vraiment un métier, et puis des sociétés telles que Aramis peuvent vous aider grandement à mettre en place ce genre de concept en entreprise pour ne pas faire d'erreurs et finalement casser toute la confiance que pourraient avoir les collaborateurs. L'aspect bytes, on en a parlé, c'est l'aspect électronique de la chose. Il est évident que les collaborateurs, pour travailler de manière flexible dans l'entreprise, mais également dans les différentes formes à l'extérieur, que ce soit à domicile, dans un travail de coworking, doivent avoir à disposition les outils adaptés, respectivement les aspects sécuritaires qui s'en accompagnent. Vous voyez d'ailleurs ici un petit exemple pour la forme. La Poste à Berne, notamment Poste Finance,
a mis en place un concept smart working dans ses différents bâtiments. Et lorsque le collaborateur arrive le matin, il peut choisir de s'asseoir où il veut dans l'ensemble du bâtiment, sur les 7 étages du bâtiment. Donc il y a à disposition des petits écrans comme celui qui est présenté ici à chaque étage pour renseigner de la disponibilité en temps réel des places de travail. Est-ce qu'il vaut mieux aller au premier, deuxième, troisième, etc. étage pour trouver de la place à disposition? L'aspect behavior est également très important, c'est-à-dire le comportement des usagers. Il y a lieu ici de faire vraiment un accompagnement au changement, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'entreprise, on peut avoir plusieurs générations. Les jeunes vont être très ouverts à ce travail très collaboratif, très smart, de pouvoir travailler depuis n'importe où. Et puis pour les générations plus anciennes, il faut aussi tenir compte de leurs besoins, de leurs impératifs et leur mettre à disposition des espaces qui sont dédiés, qui sont adaptés, les accompagner aussi sur la partie du changement électronique, s'assurer qu'ils aient en main aussi tous les outils pour que ça se passe bien pour chacun des environnements. Et puis lorsqu'on parle du suivi, c'est surtout dans ce domaine-là qu'il faut assurer un suivi parce qu'il y a des risques de resédentarisation, de biaiser ou d'abuser du système. Il faut vraiment faire un suivi pour s'assurer que tout le monde comprenne que les avantages ne se tournent pas ou ne se changent pas en désagrément pour l'ensemble de la société. Et puis pour terminer, la partie branding, c'est évidemment aujourd'hui, il y a une guerre de rétention des talents. Un jeune ingénieur qui va sortir de l'école, on veut vraiment l'avoir dans notre entreprise parce qu'on sait que c'est notre meilleur atout pour le futur. Et puis, pour le retenir dans notre société, on va devoir lui ouvrir cette flexibilité. Et finalement, le branding, ce n'est plus un branding seulement à l'extérieur de la société où on fait du marketing tout à fait traditionnel, mais c'est aussi un marketing à l'intérieur de la société où on dit comment est-ce qu'on vit les choses et on met en relation, on met en pratique l'aspect smart que l'on veut donner à la société. Si le bureau est terne ou morose et puis que l'ambiance de travail n'est pas adaptée, eh bien à ce moment-là, on aura énormément de difficultés à faire passer ces différentes idées. Voilà, j'en arrive au terme de cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que à ce stade, vous avez pu répondre à la question quel smart worker êtes-vous? Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions ou commentaires par rapport à ce que j'ai présenté ici, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui sont ici.